Et si je vous disais que la majorité des chutes chez les personnes âgées n'ont rien à voir avec l'âge, mais tout à voir avec une erreur invisible que vous faites chaque jour? Une vérité choquante que personne ne vous dit pourrait bien changer à jamais votre manière de marcher. Je n'oublierai jamais cette matinée d'hiver à Dijon. Le sol était encore humide de la pluie de la veille et l'air portait cette odeur particulière entre la terre mouillée et le vieux bois des bancs publics. Je me promenais lentement dans le parc d'Arcy, mon café à la main, quand j'ai vu une scène qui allait bouleverser ma journée et ma façon de voir la vieillesse. Une femme, sans doute dans la soixantaine, élégante, cheveux poivre et sel soigneusement attachés, marchait avec un air de confiance sur l'allée pavée. Elle semblait forte, en pleine forme, mais en une fraction de seconde, tout a basculé. Son pied a heurté une légère bosse dans le sol. Elle a vacillé, personne n'a eu le temps de réagir. Elle est tombée, lourdement. Le bruit de son corps contre la pierre a traversé le silence du matin comme un coup de tonnerre. Les passants ont accouru, certains criaient, d'autres tentaient de l'aider. Elle restait au sol, les yeux fermés, comme figée dans le temps. Ce jour-là, j'ai compris une chose que je n'avais jamais osé affronter. La chute, ce simple mot que l'on banalise tant, est l'un des événements les plus tragiques qui puissent arriver à une personne âgée. Ce n'est pas juste une égratignure au genou, ce n'est pas juste une fracture à l'épaule, c'est une rupture entre l'avant et l'après, une cassure invisible mais irréversible de la confiance en soi, une blessure bien plus profonde que le corps, une blessure à la dignité. Et le plus bouleversant, c'est que cette chute n'était pas un accident. Non, elle était prévisible, évitable. Elle était la conséquence d'années de négligence silencieuse, de petites habitudes anodines, mais dangereuses. C'est cette accumulation qui, un jour, renverse la vie. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec une étrange obsession. J'ai commencé à fouiller, lire, interroger des médecins, des kinésithérapeutes, des proches, et très vite, j'ai découvert un constat glaçant. Il existe des erreurs silencieuses, profondément enracinées dans notre quotidien, qui augmentent dramatiquement les risques de chute après 60 ans. Des erreurs que nous répétons sans même le savoir. Pire encore, parfois nous croyons bien faire. Mais ce n'est pas une fatalité. Et si je vous partage cette histoire aujourd'hui, c'est parce qu'il est possible de changer le cours des choses. Il est encore temps d'agir, de prévenir, plutôt que de réparer. Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo n'est pas seulement le fruit de recherches, mais aussi de témoignages bouleversants, d'histoires vraies et d'enseignements puissants. Des vérités que l'on cache trop souvent par pudeur ou par ignorance. Si vous tenez à vos proches, si vous voulez vieillir debout, dans la dignité, dans la liberté, alors vous devez absolument écouter ce que j'ai à dire, jusqu'au bout. Parce que ce n'est qu'à la fin que vous comprendrez la clé véritable de l'équilibre. Et si vous appréciez ce genre de vidéo qui allie histoire réelle, réflexion profonde et conseils concrets pour une vie plus saine, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à créer du contenu de qualité, humain, utile et peut-être même salvateur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, laquelle de ces deux causes est la plus fréquente dans les chutes des personnes âgées? A. Un sol glissant ou accidenté. B. Une faiblesse corporelle ou une mauvaise habitude accumulée dans le temps. Commentez A ou B juste en dessous. J'ai hâte de lire vos réponses et vous serez peut-être surpris en découvrant la vérité dans les minutes qui suivent. Après ce choc au parc, je n'arrivais pas à penser à autre chose. Le soir même, devant ma bibliothèque, j'ai ressorti un vieux carnet de notes dans lequel j'avais autrefois consigné des conversations avec mes grands-parents. Des souvenirs, des confidences. Une phrase de mon grand-père m'est revenue avec force. On ne devient pas fragile du jour au lendemain. C'est l'invisible qui érode d'abord. Alors j'ai voulu comprendre. Qu'est-ce qui, derrière cette chute, rend les personnes âgées si vulnérables? Pourquoi certains tombent-ils alors que d'autres semblent tenir debout, droit, même à 90 ans? J'ai cherché, interrogé, observé. Et très vite, une vérité s'est imposée. Ce n'est pas l'âge en soi qui fait tomber, mais la manière dont on le vit. La fragilité ne commence pas dans les jambes, elle commence dans ce que l'on cesse de faire.
Un jour, on évite les escaliers, puis on évite les trottoirs irréguliers. On reste un peu plus assis, on délègue les courses, on renonce à soulever des objets, et sans s'en rendre compte, on réduit le champ de ses gestes. Le corps, comme un muscle abandonné, s'endort doucement. Il oublie comment s'équilibrer, comment réagir à un obstacle, comment se redresser. Ce qui m'a bouleversé, c'est de voir à quel point ces signes de déséquilibre sont ignorés, minimisés. On les appelle petits vertiges, passage à vide, coup de fatigue. On rit de soi-même en disant « je deviens vieux, hein ». Mais derrière ce rire se cache une alarme, et l'alarme, on la fait taire. J'ai aussi rencontré Hélène, une kinésithérapeute à Lyon, spécialisée dans la rééducation des seniors. Elle m'a raconté des histoires déchirantes. Des hommes autrefois solides, maîtres de leur vie, qui s'effondrent à la première perte d'équilibre. Des femmes qui, par peur de tomber, ne sortent plus, s'isolent, s'éteignent. La chute ne casse pas seulement un os, elle casse un monde intérieur, une confiance, une autonomie, une liberté. Et pourtant, la plupart de ces chutes auraient pu être évitées. Pas par des remèdes miracles, mais par une attention quotidienne, une conscience du corps, une vigilance douce mais constante. J'ai appris qu'il existe des tests très simples pour évaluer son équilibre. Se tenir debout sur une jambe, yeux fermés, pendant 10 secondes, monter une marche sans s'appuyer, se relever d'un fauteuil sans l'aide des bras. Des gestes que l'on croit évidents, jusqu'au jour où ils deviennent difficiles. J'ai découvert que la proprioception, cette capacité du corps à se repérer dans l'espace, décline si on ne l'entraîne pas. Mais aussi que des exercices simples, lents, adaptés, peuvent la raviver. Marcher pieds nus chez soi, fermer les yeux et sentir son corps se balancer, s'allonger au sol et se relever sans appui. Tous ces gestes sont des messages au cerveau. Je suis encore là, je tiens debout, je sens, j'équilibre. Mais au fond, ce qui m'a le plus marqué, c'est que tout commence par une décision silencieuse, celle de ne pas accepter passivement le vieillissement, de ne pas laisser le confort devenir une prison, de ne pas laisser la peur dicter les mouvements. J'ai repensé à mon oncle Gérard, à Bordeaux. Il avait 75 ans quand il a commencé à pratiquer le tai chi, chaque matin au jardin public. C'était un ancien professeur, très rationnel, pas du tout du genre énergétique. Mais il m'a dit un jour, « Ces mouvements lents m'ont redonné le goût du mouvement. Je me sens solide, même quand tout va lentement. » C'est là que j'ai compris une chose essentielle. Le déséquilibre n'est pas une conséquence de l'âge, mais de l'abandon. Quand on cesse de faire confiance à son corps, il nous trahit. Pas par méchanceté, mais par oubli. Et quand on recommence à l'écouter, à le solliciter, il revient. Lentement, certes, mais il revient. Aujourd'hui, si je partage tout cela avec vous, ce n'est pas par peur, c'est par amour. L'amour de cette dignité qui fait qu'un homme ou une femme peut encore se lever chaque matin, marcher, respirer, sortir, rire, sans dépendre. Il n'est jamais trop tard pour réveiller l'équilibre, même si les jambes tremblent, même si le cœur doute. Il suffit d'un geste, d'un pas, d'une volonté, et parfois d'une voix comme celle que vous entendez maintenant, qui vous dit doucement « Tu peux, encore ». Je me souviens très bien du moment où j'ai compris que la peur pouvait être bien plus paralysante que la faiblesse physique elle-même. C'était lors d'une visite chez ma tante jeune. Elle venait d'avoir 82 ans. Avant, c'était une femme vive, toujours élégante, jamais à court de répartie. Mais ce jour-là, je l'ai trouvée figée dans son fauteuil, comme si elle avait rétréci dans sa propre maison. Elle me souriait, oui, mais ses yeux racontaient autre chose, une forme d'alerte muette. En parlant un peu, tout est sorti. Elle avait trébuché 2 semaines auparavant, rien de grave selon elle, juste un déséquilibre en sortant de la salle de bain. Mais depuis, elle n'osait plus marcher sans s'appuyer à quelque chose. Chaque déplacement devenait une négociation mentale. Et si je tombe, et si je reste au sol, et si personne ne m'entend? Ce n'était plus son corps qui dictait sa vie, mais un scénario d'accident qui tournait en boucle dans sa tête. Et là, j'ai pris conscience de la violence invisible de cette peur. Elle grignote lentement la liberté. Elle enferme dans des précautions excessives. Elle transforme un simple tapis en menace, une chaise en danger potentiel. On évite, on contourne, on ralentit et bientôt, on ne fait plus. La peur devient une habitude. Mais ce n'est pas tout. En discutant avec d'autres personnes âgées, j'ai découvert une autre facette de cette peur, la honte.
La honte de ne plus être comme avant. La honte de demander de l'aide. La honte de marcher plus lentement, de trembler, d'avoir besoin d'un appui. Cette honte est une complice sournoise de la chute, car elle pousse à cacher ses fragilités, à faire semblant d'être encore solide, à refuser les cannes, les rampes, les aides, jusqu'au moment où l'illusion se brise. C'est un cercle vicieux. Plus on a peur de tomber, plus on se raidit. Plus on se raidit, moins le corps réagit avec fluidité. Et plus on perd en réactivité, plus le risque de chute augmente. Alors la peur devient prophétie. Elle finit par provoquer ce qu'elle voulait éviter. Ce constat m'a profondément bouleversé, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un enjeu physique ou médical, mais d'un enjeu de dignité. Tomber, pour beaucoup, ce n'est pas juste se faire mal, c'est perdre un peu de soi, c'est sentir que l'on dérange, que l'on devient un poids, que l'on ne contrôle plus rien. Et pourtant, il y a une issue. Elle ne passe pas par la négation de la peur. Au contraire, il faut la regarder en face, l'écouter, la comprendre et lui parler. Je me souviens d'un atelier auquel j'ai assisté, animé par un psychologue spécialisé en gérontologie. Il expliquait que la peur de tomber est une émotion naturelle, mais qu'elle devient toxique lorsqu'on la laisse prendre toute la place. Il proposait des exercices très simples. Visualiser des situations de marche en toute sécurité, s'entraîner à se relever d'une chute, reprendre contact avec le sol pour en désamorcer l'angoisse. Il disait « La peur ne disparaît pas, mais elle peut devenir une compagne plutôt qu'une ennemie. » J'ai aussi vu des personnes transformer leur regard sur elles-mêmes simplement en changeant leur manière de parler. Ne plus dire « je ne peux plus marcher », mais je réapprends à marcher autrement. Ne plus dire « je suis vieux », mais j'ai un corps qui a besoin d'attention. Ces mots, aussi simples soient-ils, ont un pouvoir immense. Ils desserrent l'étau. Pour Jeanne, ce fut un long chemin. Elle a commencé par accepter une séance de marche douce avec un coach, puis elle a osé sortir à nouveau dans son quartier avec sa canne. Elle m'a confié un jour « Je ne marche plus comme avant, mais je marche encore. Et chaque pas est une victoire. » C'est là que j'ai compris que le vrai défi n'est pas de rester debout, mais de continuer à avancer malgré la peur, de ne pas laisser cette peur voler les dernières années où l'on peut encore vivre, aimer, bouger, rire, de ne pas lui céder tout l'espace intérieur. Et si je vous parle de cela aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour les personnes âgées, mais aussi pour ceux qui les entourent, car trop souvent, nous renforçons la peur sans le vouloir, en surprotégeant, en interdisant, en décidant à leur place. Nous pensons les aider, mais nous les enfermons davantage. Nous oublions que le respect passe aussi par la confiance, par la possibilité de tomber, oui, mais aussi de se relever. La peur n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Elle nous dit « sois attentif », mais elle ne dit pas « arrête de vivre ». Alors, écoutons-la, sans lui obéir aveuglément. Regardons-la en face et disons-lui doucement « merci de me prévenir, mais c'est moi qui décide du prochain pas ». Je crois que l'on sous-estime profondément le rôle du corps dans notre équilibre intérieur, pas seulement au sens physique, mais aussi émotionnel. J'ai compris cela le jour où j'ai vu mon oncle Émile, ancien professeur de mathématiques, exécuter lentement un mouvement de Tai-Chi dans le jardin de sa maison à Bordeaux. Il semblait flotter comme détaché de ses douleurs chroniques et de ses 86 ans. Ce n'était pas un sport, c'était un acte de présence, une manière de dire au monde « je suis encore là ». Ce jour-là, quelque chose a basculé en moi. J'ai compris que l'équilibre ne se résume pas à ne pas tomber. Il s'agit plutôt d'un art de vivre, une manière de cultiver la conscience de soi à travers le mouvement. Notre corps est notre premier territoire, et pourtant, avec le temps, nous en devenons étrangers. Nous ne savons plus comment il fonctionne, ce qu'il demande, ce qu'il exprime en silence. Nous nous plaignons de douleur, de raideur, mais nous ne lui parlons plus. Et comme un enfant qu'on ignore, il se met à crier, sous forme de vertige, de chute, de blocage. J'ai vu tant de personnes âgées perdre le contact avec leur propre corps. Leurs gestes deviennent mécaniques. Leur regard se détourne du miroir. Le dos se courbe, non seulement sous le poids des ans, mais aussi sous celui de l'oubli. Ce n'est pas la vieillesse en soi qui isole, c'est la perte du lien entre le corps et l'esprit. Quand on ne sent plus son ancrage, on dérive. Mais il y a des chemins de retour. J'en ai vu des exemples bouleversants. À la maison de retraite, les Tilleuls, où je faisais du bénévolat,
Une dame nommée Lucienne, autrefois couturière, avait accepté de suivre des séances hebdomadaires de mouvement libre. Il ne s'agissait pas de chorégraphie, mais de redécouvrir le plaisir de bouger pour soi, sans but, sans jugement. Au début, elle restait assise, les bras croisés. Puis, un jour, elle a levé les mains. Juste cela. Mais dans ce simple geste, il y avait une renaissance. J'ai appris que le corps, même fatigué, même ralenti, garde en lui une mémoire ancienne de liberté. Il suffit parfois d'un souffle, d'un étirement, d'un pas lent mais conscient pour la réveiller. Et c'est là que réside la magie. Plus on nourrit ce lien, plus on renforce l'équilibre. Pas seulement celui qu'on mesure avec des tests médicaux, mais celui qui nous relie à la terre, à l'instant, à notre dignité. Je me souviens aussi d'un homme, Georges, ancien cheminot, qui m'a dit un jour « Depuis que je fais quelques mouvements chaque matin, j'ai moins peur de tomber, parce que je sens où je suis. » Cette phrase m'a marqué. Je sens où je suis. Quelle puissance dans cette affirmation. Elle dit tout, elle dit le retour à soi, l'appropriation du corps comme territoire sûr. Et ce n'est pas une question de performance. Il ne s'agit pas de faire 10 squats ou de marcher 2 kilomètres. Il s'agit d'habiter son corps, d'en faire un lieu vivant, respirant, réactif. Chaque mouvement devient une forme de dialogue. Comment vas-tu aujourd'hui? As-tu besoin de douceur? Peux-tu m'emmener encore un peu plus loin? Ce dialogue, c'est un soin invisible, mais fondamental. Je crois aussi que l'environnement joue un rôle essentiel. Dans les lieux où la mobilité est favorisée, où les espaces invitent au mouvement, les corps s'épanouissent. J'ai visité des résidences pour seniors où tout était pensé pour maintenir l'élan. Rampes discrètes, éclairage doux, sol adapté, atelier corporel. Et j'ai vu la différence. Des visages plus ouverts, des pas plus assurés, des silences moins lourds. Mais ce que j'aimerais dire à tous, c'est que ne commande pas des miracles. Il demande de l'attention. Il réclame qu'on l'écoute, qu'on le respecte, qu'on le célèbre. Et cette attention ne dépend ni de l'âge, ni de la forme physique. Elle commence par une décision, celle de ne plus vivre séparé de soi. Quand je pense à toutes les personnes qui s'éloignent chaque jour un peu plus de leur corps, je ressens une immense tendresse, parce que je sais que ce n'est pas une fatalité, qu'il suffit d'une main tendue, d'un accompagnement bienveillant, d'un espace où l'on peut bouger sans peur pour que tout reparte. Je me rappelle la dernière fois que j'ai vu Jeanne marcher dans le parc. Elle avançait lentement avec sa canne, mais ses épaules étaient droites. Elle s'arrêtait parfois pour respirer profondément. À ses côtés, une jeune kinésithérapeute l'accompagnait, silencieuse, présente. C'était beau, presque sacré, comme une procession intime vers la reconquête de soi. Ce jour-là, j'ai compris que le corps n'est jamais un fardeau. Il est notre premier allié, même quand il tremble, même quand il résiste. Il suffit de lui redonner sa place, de lui redonner sa voix. Et alors, au cœur même de la fragilité, une force nouvelle émerge, une force douce, tranquille, mais indomptable. Il m'a fallu du temps pour comprendre que la peur, bien plus que la faiblesse ou la maladie, était le véritable ennemi de l'équilibre. Une peur discrète, souvent silencieuse, mais présente à chaque pas, à chaque geste un peu incertain. J'ai vu cette peur dans les yeux de ma propre mère, lorsqu'elle franchissait un trottoir trop haut ou descendait un escalier mal éclairé. N'était pas seulement la crainte, Ce n'était pas seulement la crainte de tomber, c'était le pressentiment d'une perte, celle de l'autonomité, du droit fondamental d'avancer seul. Cette peur s'installe sans bruit, comme un poison lent. Elle naît parfois d'un accident, mais souvent elle grandit simplement avec le temps, avec les discours qui nous entourent. Tu es trop vieille pour ça, fais attention, tu vas te faire mal, mieux vaut rester tranquille. Elle s'enracine dans le regard inquiet des enfants devenus adultes, dans les recommandations bienveillantes mais oppressantes du personnel soignant. Petit à petit, cette peur nous convainc que le monde est devenu un piège, que chaque mouvement est une menace, que notre corps est une bombe à retardement. Et alors, on ralentit, pas seulement pour économiser nos forces, mais pour éviter l'inconnu. On limite nos trajets, on refuse les invitations, on reste dans sa zone de confort, souvent symbolisée par un fauteuil trop grand devant une télévision trop forte. On se replie. On oublie qu'on était autrefois audacieuse, curieuse, pleine d'élan. On se met à douter de tout, du sol sous nos pieds, de la poignée qu'on serre, du regard qu'on croise, et ce doute finit par nous enfermer dans une prison invisible.
Je parle de tout cela non pas en théoricienne, mais en témoin. J'ai moi-même traversé cette période étrange où je n'osais plus, où chaque escalier devenait un Everest, où je faisais semblant d'être fatigué pour éviter une sortie. J'avais perdu quelque chose de fondamental, la confiance. Pas la confiance abstraite, mais celle qui vit dans les muscles, dans le souffle, dans la posture, celle qui vous dit sans mots: tu peux, tu es capable. Ce qui m'a sauvé, ce ne sont pas des médicaments, ni des discours rassurants. C'est un jour très simple, une fin d'après-midi de printemps. J'étais assise sur un banc dans un petit parc de quartier. Des enfants jouaient, des feuilles tombaient doucement. Et j'ai vu une vieille dame traverser l'allée avec une allure décidée. Elle avait une canne, certes, mais surtout une lumière dans les yeux. Elle semblait dire à chaque pas: je choisis de ne pas avoir peur. J'ai senti un frisson. J'ai voulu être comme elle. À partir de ce moment, j'ai décidé de me rééduquer. Non pas physiquement, car mon corps allait encore relativement bien, mais émotionnellement. J'ai commencé à m'exposer volontairement à de petites incertitudes. Changer de trottoir, aller seul au marché, prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. À chaque fois, j'avais peur, mais je le faisais quand même. Et à chaque fois, quelque chose en moi se redressait, comme si un fil invisible se retendait, doucement. Il ne s'agit pas de nier les risques, ni de se lancer dans des aventures démesurées. Il s'agit de reprendre le pouvoir sur notre propre perception. Ah, la peur ne disparaît jamais totalement, mais elle peut devenir une compagne discrète au lieu d'être une geôlière. Elle peut nous avertir sans nous immobiliser, elle peut nous rendre plus vigilants sans nous figer. Je crois que la véritable force avec l'âge n'est pas dans les muscles, elle est dans le courage silencieux de continuer à vivre pleinement malgré les fragilités. Elle est dans la capacité à dire oui, j'ai peur, mais je marche quand même. Cette phrase, je la répète souvent comme un mantra. Elle me permet de franchir les seuils, non seulement physiques, mais aussi symboliques. Car chaque peur que l'on dépasse est une porte qui s'ouvre vers une vie plus libre. Ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'en osant, on inspire les autres. J'ai vu ma voisine, plus jeune que moi, mais déjà résignée, me regarder différemment lorsque je suis revenu seul d'une promenade. Elle m'a dit un jour: tu me donnes envie d'essayer. Et ce essayer a tout changé. Il contient en lui une promesse, une ouverture. Je pense souvent aux oiseaux. Avant de voler, ils tremblent. Ils hésitent sur la branche, battent des ailes dans le vide. Et puis un jour, ils s'élancent. Pas parce qu'ils sont sûrs de réussir, mais parce qu'ils ne peuvent plus rester immobiles. C'est exactement cela que je ressens aujourd'hui. Une forme d'appel intérieur, une nécessité de me mouvoir, non pas malgré la peur, mais avec elle, en la tenant doucement par la main. Alors, si je devais transmettre un seul message à celles et ceux qui me ressemblent, ce serait celui-ci. N'attendez pas que la peur disparaisse pour agir. C'est en agissant que vous l'apprivoiserez. C'est en marchant que vous redeviendrez entière. Et dans chaque pas, il y aura une victoire invisible, mais essentielle. Une victoire sur l'effacement, une victoire sur le renoncement, une victoire sur l'oubli de soi. En prenant du recul sur tout ce chemin parcouru, une chose devient évidente: ce n'est pas l'âge qui nous affaiblit, mais la manière dont nous l'habitons. Le corps change, bien sûr, les capacités diminuent peut-être, mais l'essence de notre être, notre volonté, notre lucidité, notre dignité demeure intacte si nous choisissons de la cultiver. Le véritable combat ne se joue pas dans les muscles ni dans les os, mais dans le regard que nous portons sur nous-mêmes. Et souvent, c'est ce regard, trop sévère, trop craintif, qui finit par nous faire perdre pied. Nous avons vu à quel point la peur peut devenir un piège, à quel point l'absence de mouvement, l'invalorisation de notre propre corps et le retrait émotionnel peuvent engendrer une forme d'immobilité intérieure. Mais nous avons aussi vu qu'il est possible de renverser ce processus. Il est possible à tout âge de réapprendre à faire confiance à ses appuis, à explorer, à se relever. Chaque geste simple, marcher pieds nus, s'entraîner à l'équilibre, renforcer son centre, affronter ses craintes, devient une forme de résistance, un acte de liberté. C'est un chemin de retour vers soi, vers une version plus vivante, plus ancrée de soi-même. Ce que j'ai compris profondément, c'est que l'équilibre n'est pas qu'un phénomène physique, c'est une métaphore de notre vie. Être en équilibre,
C'est trouver une stabilité dans l'instabilité, c'est avancer même quand on doute, c'est accepter de vaciller pour mieux retrouver son centre. L'équilibre, c'est une danse constante entre la sécurité et le risque, entre la peur et la confiance, entre le passé et le présent. Et dans cette danse, il n'y a pas de victoire définitive, mais une infinité de petits choix, de petits efforts, de petits gestes courageux. C'est cela, vieillir debout, refuser de se laisser porter par l'inertie, refuser de se réduire à ce que les autres projettent sur nous, refuser de s'effacer doucement. C'est choisir, chaque jour, de rester vivant, entier et digne. La leçon à retenir est simple, mais profonde. La peur nous isole, mais l'action nous libère. Et cette action peut commencer aujourd'hui, là où vous êtes. Pas besoin de révolutionner votre quotidien. Commencez par un pas. Marchez pieds nus quelques minutes. Essayez un exercice d'équilibre. Relevez un petit défi qui vous fait un peu peur. Et surtout, ne restez pas seul. Parlez, partagez, osez. C'est ainsi que l'on rallume l'élan intérieur. Et vous, quelles sont les petites choses que vous avez osé faire récemment pour retrouver votre confiance ou votre équilibre? Partagez votre expérience en commentaire, cela pourra inspirer d'autres personnes qui traversent les mêmes doutes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile ou touchante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu à venir. Cela nous encourage énormément à continuer à créer des vidéos profondes, humaines et utiles pour vous. Merci du fond du cœur.